Kiosque, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité congolaise. Vous êtes bien sur Matongué TV, une coproduction Matongué TV et Speakivox Consulting. Et nous avons donc le plaisir ici d'être reçus par l'administrateur fondateur de Matongué TV, que je salue amicalement, Ramsès Ramazani. Bonjour, bonjour. Voilà, alors pour nous accompagner également, nous avons deux invités. Nous avons voulu confronter deux générations tout simplement. Nous avons le grand plaisir de pouvoir recevoir aujourd'hui Jano Kabouya, qui est le fondateur de Bananikiwi, qui est un blog très connu, très suivi, qui alimente en information l'actualité de la République démocratique du Congo. Et puis aussi et surtout un homme d'expérience, un ancien ministre. J'ai nommé Monsieur Omer Ntumba Chabani Landou, ingénieur civil en construction de formation. Il a été notamment parlementaire pendant de longues années et il a assumé les fonctions de ministre, notamment du portefeuille et de l'énergie sous la Seconde République. Sous la Troisième République, il a également été vice-président du groupe MLC au Parlement. Avec eux, nous allons analyser la situation. Nous allons peut-être commencer déjà, Ramsès, avec une première information. Oui, on va commencer par ce qu'on appelle ce qui s'est passé du moins ce samedi 27 septembre 2014, la marche de l'opposition à Kinshasa. Plusieurs partis politiques, naturellement, de l'opposition et des forces sociales et de la société civile ont marché pour manifester leur opposition à une éventuelle révision de la Constitution. Alors, je vous fais réagir, vous, Jano Kabouya. Est-ce que cette marche de l'opposition peut être considérée comme un pas dans la bonne direction, alors que l'on a coutume de critiquer l'opposition pour son incapacité à faire son unité? Je dirais oui que c'est un bon pas vers pour la suite, mais je déplore quand même que il y a eu beaucoup d'intimidation avant cette marche par les autorités qui dissuadent souvent la population à aller manifester librement. C'est que d'habitude il y a des attaques de la police qui dispersent ces manifestations. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui peu de gens n'osent s'hasarder dans les marches que l'opposition peut convoquer. Alors, est-ce que vous faites allusion aux tentatives avortées? Parce qu'il faut rappeler que le 13 septembre déjà une marche avait été annulée, in extremis. Il se raconte beaucoup de choses à ce sujet. Mais pour autant, est-ce que vous pensez que la participation était au rendez-vous? Je ne pense pas que la participation était au rendez-vous pour la bonne et simple raison que le Kinshasa compte plus de 10 millions d'habitants et que quand on dit qu'il y a eu 2000 personnes ou 5000 ou 6000 qui ont participé, c'est totalement un échec. C'est ici en Europe souvent que nous avons des tels chiffres de 2-5 000 personnes et donc pour moi c'est vraiment un échec lamentable. Monsieur le ministre, est-ce que oui, et je terminerai par là. Je constate quand même que dans ce que j'ai dit au début, on a aussi arrêté Wanga. C'est une manière de dire que vous n'êtes pas si libre que ça. Mais il faut rappeler que Wanga a arrêté à la suite des propos tenus lors du rassemblement de Sainte-Thérèse. C'était le 4 août à Ndjili. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez le même diagnostic de Monsieur Jano Kabouya par rapport à l'impact de cette marche qui s'est tenue donc hier et qui rassemblait, faut-il le rappeler, l'UNC de Vital Kamerhe, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, mais également d'autres partis, à l'exception notable du MLC. Avant toute chose, Monsieur Désiré Nzouzi et M. Ramazani, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur les problèmes d'actualité de notre pays. Ceci étant dit, je voudrais tenter de répondre à votre question. Il est vrai que l'opposition est reconnue par la Constitution de la République. C'est l'opposition qui doit permettre au gouvernement de poser n'importe quel acte. Et donc l'opposition doit absolument se permettre de sonner quand ça ne marche pas. Et les gens disent que l'opposition n'est pas unie. Je ne pense pas. Elle est plurielle. Oui, elle est plurielle, les partis sont plusieurs. Et nous connaissons des problèmes sérieux au pays
il y a la pauvreté, la faim, le chômage. Tous ces éléments, on dit qu'il y a un problème qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsque quelqu'un n'a pas mangé, lorsque quelqu'un est malade, il ne sait pas se faire soigner, vous lui demandez d'aller dans la rue, est-ce que malgré lui, va-t-il y aller? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Alors, précisément, Monsieur le Ministre, j'aurais une réponse vraiment précise à ma question. Est-ce que selon vous, ce qui s'est passé le 27 septembre à Kinshasa, cette marche, est-ce que pour vous c'est un tournant dans, je dirais, la volonté de l'opposition de faire son unité par rapport à un pouvoir dont il faut quand même rappeler qu'il est rongé, miné par cette tentation de vouloir réviser la Constitution. C'était d'ailleurs le but de cette marche, s'opposer à cette éventualité. Je voudrais dire que depuis l'événement du 4 août, donc le meeting de Sainte-Thérèse d'Indili, j'ai salué l'initiative prise par les partis de l'opposition, notamment l'UDPS, qui jusque-là voulait toujours faire cavalier seul. Et c'est une bonne initiative qu'il faut saluer et encourager, parce qu'on dit que l'union fait la force. Je crois que le peuple congolais va résolument s'opposer par des déclarations, par des manifestations telles que c'est prévu par la Constitution, à la révision de notre Constitution qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas. On aura l'occasion de dire bien, Monsieur le Ministre. Une dernière réaction peut-être, vous également, Monsieur Kabouya. Comment vous expliquez l'absence du MLC à cette marche? Mais cela m'étonne. Mais d'abord, ce n'est pas seulement la marche d'hier. Le MLC a fait partie de la convention Sauvons le Congo. Ils ont été signataires des résolutions qui étaient prises. Mais j'étais étonné de voir que le MLC a oublié la signature qu'ils avaient apposée sur ces documents et sont allés assister au Conseil national. Donc, ça ne m'étonne pas qu'hier aussi ne soit pas là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec le MLC. Je dirais que le MLC reste dans sa propre logique, qui est, elle a participé aux concertations, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le MLC cherche le pouvoir pour le pouvoir. Donc il n'y a plus de morale ni d'éthique dans leur démarche. Alors j'ai rappelé en introduction que vous avez été vice-président du groupe parlementaire MLC. Vous avez quitté ce parti depuis lors. Je dirais jusqu'à dire que vous ne le reconnaissez plus aujourd'hui. Mais c'est vrai. Vous savez que dans la vie politique, il faut avoir le courage de prendre des décisions. J'ai été un des membres influents du parti. J'étais membre du comité national et libéro-politique de l'UMLC. J'avais des contacts directs avec le président même à l'époque, mais à un moment donné, j'ai constaté qu'on n'était pas dans la bonne voie. Voilà pourquoi j'ai dû... Et vous en avez tiré les conséquences. Ramazani, il y a un commentaire? Oui, il y a un commentaire. Tout de suite, je vois monsieur Omer, qui était ministre, vous l'avez dit, et qui était membre enfin du MLC, cet homme de la position du MLC. Mais Jean-Luc Kabouya, par rapport à la marche, parle d'un échec. L'échec de l'opposition, l'échec de la marche, mais l'échec du mouvement contestataire. Est-ce que vous pouvez vous exprimer un peu plus clairement à ce sujet? C'est un échec, l'échec de l'opposition ou l'échec de prendre plus de personnes pour contester ce qui se passe? Non, ce que je veux dire, c'est que dans la démarche du pouvoir d'intimider la population, aujourd'hui, elle est en train de réussir son pari. Et d'ailleurs, juste après cette marche, un membre du PPRD a annoncé que c'était un échec parce que voilà, il y avait eu 2000 personnes. Donc, c'est ça que je dis. Donc, ils cherchent à intimider les gens et les gens n'y vont plus. Pourquoi les gens n'y vont plus? C'est parce qu'il y a une répression qui s'est faite avant. Et maintenant qu'ils savent que de toute façon les gens n'iront pas dans ces marches. Enfin, les seuls qui y vont, c'est vraiment les téméraires, c'est ceux qui sont prêts. Les gens ont peur d'y aller. Voilà, les gens ils ont peur. Les gens ils sont plus libres au Congo. Et c'est une réalité, il faut en parler comme c'est. On parle souvent de démocratie au Congo. Il faut dire qu'à Goma, il y a eu une dispersion. Il y a plein de choses il faut dire concernant le Congo, c'est que dès qu'une personne ouvre sa bouche et dit quelque chose de contradictoire,
par rapport au pouvoir en place, il est directement incarcéré. Nous l'avons vu, il n'y a pas que Ewanga, nous l'avons vu avec un membre député de la majorité, dont on avait même affrété un avion pour aller le chercher au Kivu et qui est en train de purger 2 ans de prison parce que voilà, il s'était étonné que la guerre, il voulait. On va revenir avec le point de Madame Bernadette. Tout à fait, effectivement. Alors on va se rendre peut-être à New York. Il s'en est passé des choses, Ramsès. Oui, le discours de Joseph Kabila à New York qui dit ceci, de but en blanc, je suis heureux de vous dire que ce jour, la RDC est de nouveau un pays debout, un pays où la paix retrouvée se console chaque jour. Donc M. Kabila est en train d'affirmer des choses. Naturellement, il y a des chiffres qui sont là. On a dit plusieurs fois que les chiffres ne veulent plus rien dire. Mais il rajoute conformément au calendrier prévu, les élections auront lieu. Alors, Monsieur le Ministre, que vous inspirent ces propos? Est-ce que le pays est véritablement sorti de l'ornière? Et surtout, que penser de cette affirmation? Quand on connaît les défis à la fois logistiques, humains et autres inhérents à l'organisation du scrutin, et surtout le fait qu'à l'heure actuelle, le calendrier électoral tel qu'il a été élaboré ne semble pas satisfaire l'opposition notamment. Merci de la question que vous posez. Vous savez, nous devons être capables de remercier lorsque quelqu'un pose un bon acte. Comme aussi, nous pouvons être à mesure de dire non et de dénoncer quand ce n'est pas bon. Si le président, dans son discours à l'ONU, a dit clairement qu'il y aura les élections en 2016, c'est une bonne chose. Nous souhaitons qu'il respecte cette parole. Nous souhaitons que les élections se tiennent à la date prévue. Convenez quand même qu'il est difficile d'aller aux Nations Unies pour annoncer de mauvaises nouvelles. Mais pour que nous soyons sûrs, il faudrait que l'organe qui organise les élections puisse publier le calendrier complet de toutes les élections locales. Est-ce que ce calendrier doit faire l'objet d'un consensus avec l'opposition, par exemple? Absolument. Il faut absolument qu'on ait une élection que ce calendrier soit négocié. Donc il faut un dialogue. Il faut un dialogue, c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait un dialogue. C'est souhaitable. Nous privilégions le dialogue. Voilà. D'accord. Votre réaction, Jeannot Kabouya? Ma réaction est celle-ci, c'est que je pense d'abord que le bilan positif dont M. Kabila peut-être voulait parler, c'était un bilan personnel. Donc nous avons un président qui était analphabète, qui sur 13 ans... Vous y allez fort là quand même, analphabète. Moi quand j'écoute Joseph Kabila parler, j'ai plutôt tendance à comprendre ce qu'il dit. Vous comprenez, parce que maintenant il maîtrise les rouages du pouvoir. Mais j'aimerais revenir un petit peu en 2001 en arrière avec vous et vous demander pendant combien d'années vous n'avez pas entendu M. Kabila tenir un discours avec quelqu'un ou une interview du tac au tac comme nous le faisons. Je pense qu'il ne l'a jamais fait. C'est toujours des choses qui doivent être préparées, les questions doivent être préparées à l'avance. Et on doit lui remettre, il doit se préparer, et sinon, il ne sait pas comme ça improviser. En tout cas, ça ne lui a pas empêché de poser des actes, notamment ce discours, et ce n'est pas le premier d'ailleurs devant la tribune des Nations Unies. Ça, je pense qu'on peut lui reconnaître néanmoins. Poser des actes, mais quand vous faites lire quelque chose, et puis d'abord, je vais vous dire, nous ne devons plus être dupes, c'est-à-dire que entre des actes, entre des paroles qu'on donne et des actes, c'est deux choses totalement différentes. Je crois que vous vous souvenez qu'il y a moins d'1 an, M. Kabila, devant l'Assemblée, avait promis monts et merveilles lors des concertations. Aujourd'hui, qu'en est-il? C'est ça, je crois, la question qu'il faut se poser. Est-ce que parce que M. Kabila est parti aux Nations Unies et a sorti des belles paroles... Ce discours vous laisse sceptique? M. Kabila n'a jamais rien respecté. Je vais vous dire, il y avait un calendrier qui avait été prévu quand M. Kabila a triché les élections en 2011. Il y avait eu un schéma qui avait été élaboré par l'Occident qui voulait que M. Kabila pouvait, malgré la tricherie, rester au pouvoir, mais il devait faire une ouverture à l'opposition. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de son mandat et nous voyons que M. Kabila n'a fait aucune ouverture. Il n'est pas trop tard si ce dialogue que vous appelez de vos voeux. Est-ce que vous souhaitez ce dialogue d'abord? Moi, je pense que le seul dialogue qui doit avoir lieu, ce n'est pas un dialogue pour partager le pouvoir à 1 an presque et demi avant la fin de son mandat. Ça serait plutôt un dialogue pour voir comment est-ce qu'il va partir.
C'est tout. Et je comprends. Ramsès ? Oui, je suis avec beaucoup d'attention M. Jeannot Kabouya qui parle de ce discours de New York. Mais vous pensez qu'actuellement, les Congolais attendent quoi? Ce discours-là, à votre avis, il y a eu un impact? Est-ce que cela répond aux préoccupations des Congolais ou tout simplement ce sont des préoccupations personnelles? Ce que je veux vous dire, c'est que je vais rejoindre ce que M. le ministre a dit tout à l'heure. Je ne pense pas que vraiment les Congolais aujourd'hui espèrent encore quelque chose. C'est des gens qui ont faim et ils sont plus occupés à se préoccuper à voir comment est-ce qu'ils peuvent subsister. Et pas, je crois qu'ils ne sont même pas au courant de ce voyage. De ce discours où je ne crois même pas qu'ils commentent ça. Eux, ils sont dans autre chose. Ça, c'est, je crois, un discours que M. Kabila a donné vis-à-vis de la communauté internationale, et ça s'arrête là. Ce n'était pas pour plaire ni à l'opposition, ni à sa population. Et d'ailleurs, je le dis toujours, j'ai des mots durs par rapport à l'opposition. L'opposition aujourd'hui ne sert à rien du tout au Congo. C'est une opposition qui est là, je dirais plus, c'est des gens qui font du théâtre qu'on a mis là depuis 10 ans. Vous partagez ce point de vue, M. le ministre? Je termine juste en disant une chose, c'est que depuis 2011, dites-moi qu'est-ce que l'opposition a fait de concret au Parlement? Rien du tout. On l'a peut-être empêché de travailler. Mais il faut savoir qu'au Congo actuellement, il y a ce qu'on appelle un gouvernement parallèle. Il y a ceux qui sont en train de faire un semblant de démocratie, dans lequel ils sont en train de parlementer, et il y a un président qui prend tout. Vous savez, en Occident aussi, il y a des gouvernements parallèles. Et juste je finis en moins de 30 secondes, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, M. Kabila prend des décisions tout seul. Vous imaginez que nous avons une opposition, n'est-ce pas, qui ne bronche pas, qui n'a rien dit, quand on vous apprend qu'il y a plus de 900 militaires au Kivu burundais qui sont au Kivu. Ça n'a pas été prouvé. Non, il y a des témoignages éparses, il n'y a pas de preuves formelles. Et la MONUSCO qui est généralement chargée d'alléguer, de vérifier cela, n'a pas du tout confirmé cela. Allez-y. Je voudrais on va peut-être. Je veux dire, c'est que. Attendez. Je veux, peut-être que vous n'avez pas eu le renseignement que j'ai eu. Non, d'accord. RFI a dépêché un envoyé spécial sur place au Kivu, à l'endroit où se trouvaient ces militaires. Elle a elle-même confirmé qu'ils ont trouvé des militaires à l'endroit qui avait été... des militaires, mais est-ce qu'ils étaient burundais? Des militaires avec des uniformes burundais. Autre chose, vous me parlez de la MONUSCO, j'ai mis en ligne un propos des gens de la MONUSCO qui disaient qu'ils avaient démenti la présence des militaires burundais, pas parce que c'était faux, mais juste pour se ranger derrière la position du gouvernement. La position officielle. Voilà. Monsieur le ministre, une réaction par rapport à la mise en cause de cette opposition. Est-ce que vous vous identifiez à elle d'abord, avant de répondre à sa question? Est-ce que vous vous identifiez à cette opposition? Je suis membre de l'opposition. Vous servez à quelque chose? Je sers à beaucoup de choses. Alors dites-nous. Vous savez, dire que l'opposition ne fait rien, j'aimerais bien dire qu'ils font rien à l'Assemblée. Non, je dis là, c'est ignorer le fonctionnement des institutions. Nous avons une Assemblée avec un nombre de 500 députés. Et parmi ces parlementaires, il y a les uns qui appartiennent au pouvoir, donc à la majorité, et les autres sont à l'opposition. Donc ils sont majoritaires. Mais il faut suivre les débats. Parce que nous ne suivons pas les débats. Si vous suivez les débats, vous verrez bien que l'opposition dit beaucoup de choses. Mais la finalité, c'est quoi? Il faut arriver au vote. Quand on arrive au vote, ils sont minorisés parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et c'est la loi de la démocratie, la loi du plus grand nombre. Donc, il dit qu'il n'y a pas d'opposition, je suis d'accord. L'opposition existe. D'abord, depuis l'élection de 2011, le président Kamere de l'UNC, c'est lui qui s'est mis debout pour aller à la Cour suprême et revendiquer l'élection de Tshisekedi comme président élu. C'est au nom de l'opposition qu'il a fait ça. Et depuis, jusqu'à ce jour, Kamere, dans ses déclarations, vous avez vu combien de fois on a empêché d'aller voir, consoler des populations de l'Est du Congo, donc au sud de Nord Kivu, qui ont été victimes
de beaucoup de choses, notamment les femmes qui ont été violées, qui ont été violentées, et ainsi de suite. Des assassinats. Donc, là, vous parlez d'un cas particulier. Non, mais je parle de certains. C'est pas de l'opposition. Le sentiment, c'est que l'opposition reste silencieuse, muette. Non, elle n'est pas silencieuse. Par exemple, je vois ce n'est pas silencieuse. Les expulsés de Brazzaville, par exemple, on n'a pas été entendu. Non, ne dites pas ça. Non, ils ont parlé. L'opposition a parlé. Je citerai le cas de Vomba, par exemple. Vomba a parlé haut et fort. Mais par contre, n'ont pas entendu la voix du gouvernement en communication de l'État. C'est grave. Le président est garant de la nation. Lorsqu'on expulse vous administrez dans ces conditions-là, il devait parler. Il n'a pas parlé. Même qu'il y a pour n'importe quoi, il se met au devant de la cérémonie pour parler, il n'a pas parlé non plus. Donc, mais l'opposition a parlé pour montrer que les compatriotes ont été expulsés et maltraités par le gouvernement. L'opposition est utile. L'opposition existe. À votre avis, M. Ministre et M. Jean-Luc Kabouya, juste vraiment un peu de mots. Est-ce que vous pensez que le pouvoir craint beaucoup plus la diaspora combattante que l'opposition se passe à Kinshasa, au Congo? Mais pourquoi vous dissocier? C'est deux combats différents. Non, parce que ce n'est pas différent. Non, le même combat, mais dans deux types de combat que le Congolais sur place. Pourquoi? Pour que le pays soit bien gouverné, soit bien dirigé. Dans quel but? Que le peuple puisse se retrouver dans ses attentes. La question, elle est double. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus le pouvoir, le combat de l'opposition de la diaspora que craint le pouvoir, ou c'est beaucoup plus l'opposition telle qu'elle est actuellement au Congo? Qu'est-ce que le gouvernement craint le plus? Je ne peux pas mettre à la place du gouvernement, mais je dis que le combat mené par les Congolais de la diaspora, qui sont en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, et le combat mené par les Congolais qui sont sur place, l'ensemble est une bonne chose pour notre peuple. Ça c'est sûr, mais c'est pas ça qui fait fléchir le pouvoir. Et je crois que, est-ce que la diaspora fait un combat différent de la population? Non, en termes de présence, en termes de fléchissement par rapport aux décisions du pouvoir. Monsieur Jean-Luc Kabouya. La première chose que je reviendrai par rapport à ce que M. le ministre a dit, c'est qu'il a dit que voilà, on ne pouvait pas reprocher à l'opposition parce qu'elle était minoritaire au Parlement. Je vous dirais, en prenant l'exemple de l'Europe, que c'est totalement faux. Je vais dire, par exemple, Écolo aujourd'hui est rentré dans l'opposition. Merci belge, voilà, ici en Belgique, mais c'est pas ça qui fait qu'elle ne sera pas efficace quand il faudra pointer du doigt certains agissements du gouvernement en place. Donc je veux dire, ça n'a rien à voir avec le nombre, c'est à voir avec l'efficacité et si elle sert à quelque chose. Parce que si il me dit que comme ils sont peu, et qu'ils ne pourront jamais réussir face à la majorité, eh bien qu'ils arrêtent de siéger. Mais non, on ne peut pas dire, on peut pas dire ça. Je prends l'exemple de la France. Juste un exemple de la France, M. Jean-Luc Kabouya. Vous avez vu qu'il y avait, par exemple, M. Hollande, pour parler de la France, avec le mariage pour tous, la majorité a fait passer, l'opposition disait non, mais c'est passé. C'est pour dire que l'opposition existait quand même. C'est juste cet aspect-là. Existait, et elle existe. Ça s'est montré dans la rue. C'est clair. Il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont été contre, mais comme voilà, c'était déjà programmé, voilà, ça devait passer, c'est passé. Mais c'est pas ça qui. En fait, ce que je voulais souligner, c'était que nous sommes vraiment dans un État, dans une république bananière au Congo. C'est vous dire que voilà, il y a eu le problème des bornes. Oui, à l'est, la frontière à l'est. Il fallait par exemple que ça soit débattu au Parlement. L'Assemblée nationale, c'est vrai. Donc, on a oublié le Parlement, c'est les décisions qui viennent directement du président de la République et qui lui-même, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il négocie avec le pays voisin et prennent des décisions sans que même le Parlement soit... et c'est un remake
de, je crois, 2009, je crois, oui, avec M. Kamere, c'est qu'il y a des décisions, c'est ça que je vous ai dit. Alors, je voudrais vous dire un mot là-dessus. Avant de répondre, parlementaire, est-ce que cette procédure aurait dû être suivie selon vous, ces experts rwandais et congolais, pour le travail qui a été fait? Est-ce que la représentation nationale, vous parlez là en qualité d'ancien parlementaire, aurait dû être consultée, oui ou non? Je voudrais vous dire, Désiré, que ce problème me préoccupe à un plus haut niveau. Et je suis étonné de voir que ce problème soit discuté à l'ONU. Ensuite, à l'OIA, pour la révision des frontières des pays africains, dont la République démocratique du Congo, notre pays, le président, en prêtant serment, il a dit, je vais respecter la Constitution, je vais veiller à l'intégrité du territoire. Ce n'est pas lui, il est bon. C'est là qu'il devait intervenir, d'abord au niveau de l'ONU et ensuite au niveau de l'OIA. Je me suis demandé pourquoi. On parle aujourd'hui de la ville de M. Sévère, c'était un grand problème, mais il n'est pas plus grand que la révision que la révision des frontières. Pourquoi on veut, il s'agit vraiment de respect pourquoi on veut revoir les tracés des frontières? Pourquoi? C'est parce qu'on considère que le Congo est trop grand, parce qu'on veut arracher une partie du Congo où il y a beaucoup de minéraux pour l'attacher au Rwanda, à l'Ouganda et à l'Angola. Pourquoi? Mais là, vous savez, lorsqu'on touche à cela, et que ça m'étonne, le président ne dit pas à nous, le gouvernement avec le peuple guinéen, les deux chambres du Parlement n'en parlent pas. Alors je dis, la classe politique, c'est un problème au Congo. Parce que comment ils peuvent accepter qu'on puisse signer la page sur Tassi sans réagir? Ça, c'est très grave. C'est très grave. Vous savez que quand on doit toucher à l'intégrité du territoire, mais ça frise. Je ne suis pas juriste. Vraiment, je peux dire que c'est la haute trahison. C'est la haute trahison. De quoi on doit faire ça? Vous êtes d'accord, Pourquoi on doit faire ça? Je suppose. Alors on va peut-être évoluer. C'est très grave. C'est vrai, après ce problème de frontières, on va parler au troisième point, c'est la liberté d'expression, délit d'opinion. On a vu Madame Bernadette Tokowu qui a été auditionnée par l'administrateur de l'ANR suite à ses déclarations, comme quoi elle disait qu'elle s'opposait clairement à la révision de la Constitution. Est-ce qu'il y a encore, je dirais, la liberté d'expression? Bon, je me demande s'il y en avait eu déjà. Non, je suis de votre avis, il n'y en a pas, parce que moi je suis étonné. Quand j'ai écouté le discours du porte-parole du gouvernement, le ministre Mende, le 4 août à Washington, pour dire qu'au Congo, toutes les élections fonctionnent, alors que 48 heures après, on a arrêté M. Rwanda depuis sa fonction, ça respecte la procédure, et les motifs qui nous sont imputés. Moi, j'ai écouté attentivement l'intervention de chaque intervenant dans la vidéo, en voyant que cette vidéo n'était pas celle-là, n'a pas repris tout ce qui a été dit. Je n'ai pas entendu nulle part les mots qu'on a imputés à M. Rwanda d'avoir fait ce que les gens pour lesquels il est condamné aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de liberté au Congo. Nous vivons dans une dictature. Madame, pourtant la manifestation du 27 a eu lieu. Bah oui, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui laissent passer, il y a des choses qui bloquent. C'est un jeu. Aujourd'hui, on est aussi demain, on bloque autre chose. C'est un jeu, effectivement, que nous dénonçons tous les jours. Mais pour revenir à cette modification de la Constitution, je dirais que nous avons un problème criant au Congo aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, au lieu de se battre pour l'idéologie, ça veut dire quel héritage Kabila va laisser et qui pourrait peut-être perdurer et pour lequel on pourrait continuer à se battre plus tard, les gens se battent plutôt pour la personne Kabila. Kabila doit rester et non pas parce que... C'est votre souci de ce que Kabila laisserait? Vous avez l'air de vous en soucier? Non, c'est pas... Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des personnes qui devaient plutôt... Parce qu'ils disent que voilà, Kabila... Pourquoi est-ce qu'ils se battent pour que Kabila reste? C'est parce que pour eux, Kabila, il est bon, il fait quelque chose de bien. C'est pas des gens aussi? Enfin, quelques membres de la majorité. Pas nécessairement. Mais, quelques membres, je dis. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, en fait, vous voyez aujourd'hui, Karl Marx est mort. Mais l'idéologie, la philosophie de Karl Marx, jusqu'aujourd'hui, on en parle et les gens retiennent quelque chose. Et le problème chez nous, en Afrique et pas qu'au Congo, c'est que une fois que la personne meurt,
elle meurt avec toute sa philosophie. Donc, il n'y a pas un héritage que quelqu'un veut continuer, par exemple, le combat. Vous permettez que je dise une chose là-dessus sur la revue de la Constitution. J'aimerais juste, terminer, c'est que quand j'aimerais qu'on me laisse terminer jusqu'au bout parce qu'on me fait perdre le fil. Excusez-moi, mais on voulait. Ma question, monsieur Ramazani, Madame Taou et de la majorité présidentielle, elle dénonce, elle dit non à la révision constitutionnelle. Faut-il croire qu'au sein même de cette majorité, l'on commence à dire stop, stop? Est-ce que vous croyez qu'il y aura demain 2, 3, 4 autres personnes qui diront la J'ai dit que oui. J'ai dit que oui. Madame Kaoulou n'est pas la première personne de la majorité à parler de cela. Il y a Jean-Claude Mouyambo, le président de la SCOD, Albomachi, qui a fait une interview sur Jeune Afrique. Il a dit, nous avons soutenu Kabila en 2006. Nous l'avons soutenu en 2011. Il n'est plus question de soutenir aujourd'hui en 2016 parce que nous devons respecter la Constitution. Et donc, un journaliste de Jeune Afrique lui a posé la question, mais vous êtes le seul à en parler dans votre majorité. Il a dit, je suis pas le premier à avoir le courage d'en parler, mais attendez dans quelques mois qui suivent, beaucoup de gens vont parler haut. Ça n'a pas tardé, le président du Sénat, j'ai cité Michel Yonkengo, dans son discours de clôture de la session ordinaire de septembre. Il est de la majorité, lui? Il n'est pas de la majorité, il est de l'opposition. Mais là, nous parlons de la majorité. Oui, mais d'accord, mais je vous dis quand même qu'il a, en tant que président d'une institution, il a parlé clairement. On va y arriver, hein, parce qu'on a prévu d'en parler. Alors, je dis que revenir à ce que Michel Mandel a dit, je suis convaincu que beaucoup de gens de la majorité ne sont pas d'accord. Mais voilà, au moment où on vit dans une situation, dans un contexte particulier, spécial. Il y en a qui, pour des raisons personnelles, c'est-à-dire les avantages dont ils bénéficient aujourd'hui, parce que le président est au pouvoir, ils disent que s'il part, nous donnons davantage. Ils partent avec le du bain. Voilà, nous donnons davantage. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui n'ont pas le courage de le dire, parce que si je le dis, je serai mal vu. Mais le courage ne peut pas donner à tout le monde, vous savez. Le courage ne peut pas donner à tout le monde. Et là, mais je suis certain que parmi les députés, parmi les sénateurs, j'en suis convaincu. Je crois que les jours qui vont venir, les mois qui vont venir, nous allons être clairs. Alors, Jean-Luc Kabouya, est-ce que... Quel est ce que vous voulez qui accepte cela comme pour quelle raison il viendra encore? Merci, monsieur le ministre. Je sens passion du sentiment. Oui. Je voudrais commencer par le début. Non, mais on va évoluer avec les différentes thématiques. Une dernière chose par rapport justement à cette réaction de certains membres de la majorité qui se disent contre cette prévision, est-ce que ça peut ne pas être une opération organisée pour la consommation extérieure, pour accréditer l'idée qu'il y a un débat au sein de la majorité sur cette question? Votre avis, Jean-Luc Kabouya? Mon avis est non, c'est que ces gens-là sont vraiment sincères dans leur démarche et il faut savoir que après 13 ans de pouvoir, parce que souvent on dit que M. Kabila veut un 3e mandat. Non, c'est faux. M. Kabila va pour un 4e mandat, parce qu'il a eu un mandat. C'était un chèque cadeau qu'il a eu de 2001 à 2006. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. Hein. Il était président du Non, puisqu'il est revenu de 2002 à 2006, il était président, mais les circonstances étaient tout à fait différentes. Les circonstances étaient... Mais il avait été reconnu par la communauté internationale comme le président. C'est le cas aujourd'hui? Il est toujours reconnu en tant que tel, selon vous? Il est toujours reconnu, c'est lui qui va à l'ONU, qui parle au nom. Mais c'est une précision importante. Qui signe au nom du Congo. Je crois que vous n'avez pas... Non, parce qu'il y a des partis politiques qui ne reconnaissent pas du tout cela. C'est pour ça que je pose la question. Il y a des partis qui ne veulent pas reconnaître. Il y a eu tricherie, mais je crois qu'il faut élever le débat à... Il est président à l'exercice. Il faut aller... Il ne faut pas débat. Continuez sur le Kabouya, sinon on va perdre le fil de ses idées. Allez-y. Et ce que je voulais dire, c'est que quand vous regardez aujourd'hui, il ne s'agit pas que de la majorité. Il y a déjà une fissure au sein même de la majorité. Il y a la société civile, il y a l'Église catholique, on va y revenir, l'opposition. Donc vraiment, vous voyez que les forces vives du Congo sont contre ce changement. Je crois que M. Kabila, en 13 ans, et quand il aura fini son mandat en 15 ans de règne, il aura fait ses preuves. Donc si jamais
c'est pas bon ou il n'a pas eu le temps de parachever son œuvre, comme il le dit, eh ben, je crois qu'il faut savoir passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui peut peut-être faire mieux. Donc moi je disais, c'est que nous avons, ce que je déplore, je dirais même, c'est que nous avons d'éminents intellectuels au Congo, et nous avons, et c'était ça le malheur du Congo, c'est qu'on nous a mis en 2001 une personne qui ne maîtrisait pas les rouages de la politique, qui ne comprenait pas les enjeux, qu'on a mis là, qu'on a dû former dans le temps. Et moi, selon moi, il y avait une réelle volonté de la communauté internationale qui a mis ce monsieur qui ne connaissait rien, de mettre quelqu'un qui ne connaît rien pour que eux, entre-temps, puissent faire ce qu'ils avaient à faire, leur plan. En tout cas, ce monsieur a beaucoup parlé, semble-t-il. On va évoluer, monsieur le ministre. On va revenir sur la position, non? Il vous séduit, on dirait. Non, pas du tout. Bon, moi, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'il a. Non, il n'y a aucune séduction, mais parce qu'effectivement, il a commencé au début, il a appris sur le tas. Aujourd'hui, il est toujours là. Voilà, donc on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi il est toujours là. Allez-y. Autre chose, juste par là. Aujourd'hui, quand on parle du kabylisme, c'est pas le kabylisme, c'est la continuité du mobutisme, parce que je dirais que ceux qui étaient là sous Mobutu se sont ralliés, ils sont tous revenus, et je laisserai peut-être papa qui est mieux placé que moi pour énoncer leur nom. C'est vraiment la continuité du mobutisme, il n'y a rien qu'à changer. Kabila n'est pas venu avec des autres intellectuels, c'est ceux d'avant qui sont juste revenus aux affaires, et parlant de Kengo, on va y arriver. Une réaction. Si vous voulez, une chose, c'est d'abord sur le principe de la révision de la Constitution. Sauf erreur de ma part, lors de la concertation nationale, initiée par le président de la République, dans son discours, il avait dit que le gouvernement actuel est démissionnaire. Que je sache, le Premier ministre a déjà payé l'indemnité de sortie du gouvernement actuel. Mais il n'a jamais présenté la démission formellement. Ça c'est autre chose, mais j'en arrive. On est content de le souligner. Mais le président a dit que le Alors, lorsque un gouvernement est réputé démissionnaire, peut-il engager la République sur des problèmes importants? Non. Il a comme prérogative à assurer les affaires courantes. Or, la révision de la Constitution n'est pas une affaire courante. Quand ce gouvernement fait une proposition de loi de révision de la Constitution au Parlement, comment peut-on prendre ça au sérieux? On parle de certains articles, hein, apparemment. Mais peu importe, ou plusieurs, mais c'est le principe là qu'il a demandé. Est-ce que, légalement, de façon légitime, un gouvernement démissionné peut-il le faire? Je ne suis pas juriste. Ils sont à l'affaire courante, effectivement. C'est un problème de fond important. Tout à fait. Qu'on laisse passer et aperçu. C'est donc je vous dire que là, c'est la dictature pure et simple. C'est exact. Ça, c'est un problème. Mais la révision de la Constitution, c'est pour nous un problème de respect d'abord des principes, des règles de la République. Cette Constitution, elle est très claire. Il y a des articles qui ont été verrouillés. L'article 220. 220, c'est-à-dire, il ne faut pas revoir la durée de mandat d'un président de la République. Il ne faut pas qu'un président, après avoir géré le pays pendant 2 mandats successifs, qui se représente, il veut changer ça. Mais il va même plus loin. Quand j'ai entendu dire que le chef de la nation civile dit cette constitution, il ne faut même pas la retoucher, mais il faut carrément la jeter. Parce qu'elle était élaborée sous pression. Je dis non, c'est ignorer l'histoire. C'est ignorer l'histoire. Oui. Cette constitution a été rédigée par les experts, discutée, négociée par les 2 chambres du Parlement, soumise au référendum populaire et promulguée par le président en fonction. On va y revenir. Parce que nous devons évoluer. On va y revenir. S'il vous plaît. Non, c'est sûr. On va y revenir. On va encore parler de ce sujet. L'Église catholique et Kengo qui sont contre, vous savez, la révision constitutionnelle, on y revient encore. La Cinco, depuis Rome, a publié un avis, c'était pas le premier, ils en ont fait beaucoup d'autres, pour dire qu'ils étaient contre cette révision constitutionnelle. Et M. Kengo, qui a été longtemps, du moins dans les conservations nationales, l'allié du pouvoir,
dit non de manière claire à cette réforme de la Constitution. C'est de cela que nous voulons parler. La position de M. Kengo Adondo. Sincère, manœuvre dilatoire, je dirais que concernant M. Kengo, connaissant la personne que c'est un roublard, je dirais que c'est fort quand même. Roublard, moi je vais vous dire encore une fois, qu'est-ce que M. Kengo va laisser comme héritage? Il a quand même eu le courage de dire ce que beaucoup de gens ont eu du mal à affirmer. Monsieur Kengo joue juste aux échecs sur un problème très important qui concerne le Congo. C'est-à-dire que M. Kengo est juste en train de monter les enchères jusqu'à ce qu'on va l'apaiser. M. Kengo n'a jamais... Mais il se murmure que justement cette opposition républicaine dont il était l'instigateur a explosé, et qu'au niveau du fameux gouvernement de concertation, issu des concertations, il n'est même plus question de voir ses proches entrer dans ce gouvernement. Donc, Monsieur Kengo, on peut considérer que sa position vient s'ajouter à celle qui est hostile à toute révision constitutionnelle. Elle n'est pas hostile pour le bien du peuple, elle est hostile parce que... Elle est personnelle selon vous. Elle est personnelle. M. Kengo est en train de vouloir... Enfin, M. Kengo n'a pas été satisfait après les concertations. M. Kengo avait vite formé son groupe républicain, cette opposition républicaine, en vue et en espérant des postes ministériels. Il a été... Donc c'était un jeu de dupes, il a été roulé par M. Kabila parce que... Vous venez de dire à l'inverse, je vous donne la parole tout de suite M. le ministre, vous venez de dire qu'au sein de la majorité, la démarche de certaines personnes est majorité. Oui, j'entends bien, mais maintenant j'entends bien, mais maintenant vous dites que, alors si tant est qu'on le considère, en tout cas, je vais vous dire, vous allez y arriver. Mais vous pensez que lui, pour le coup, sa démarche n'est pas sincère. Je suis en train d'expliquer que pour M. Kengo, que nous suivons de longue date et que nous avons eu le temps de le voir cheminer politiquement parlant, même si j'étais enfant, je l'ai toujours suivi. M. Kengo n'a jamais fait quelque chose pour le bien du peuple, mais il le fait toujours pour un bien personnel et de sa famille. Politique, tout ce que vous voulez, mais c'est pour d'abord un certain, pour un besoin égocentrique, c'est pas pour... et si vous regardez bien dans la démarche de M. Monsieur, vous parlez un peu plus que moi et je reste... On va laisser terminer. Vous monopoliser la parole. Oui, mais là, il coupe encore une fois le fil. Chaque fois que je suis là. Que la démarche de M. Kengo n'était pas sincère, que vous le suivez depuis que vous êtes enfant, et que par conséquent, il n'y a rien à attendre de cette prise de position. Il n'y a absolument rien à attendre de M. Kengo. Et c'est ça qu'à un moment, j'avais été plus loin en vous disant, aujourd'hui, quel héritage M. Kengo, on peut dire qu'il a laissé sur le plan politique au Congo. C'est zéro. Il n'a rien laissé parce que M. Kengo est de cette... il vient de cette politique des moboutistes qui était de voler et de piller, et il s'inscrit dans cette lignée-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que M. Kengo, il faut lui admettre quelque chose, ce que son coup d'avoir dit voilà on est contre la révision, la modification, c'est que ça fait monter les enchères, c'est qu'à un moment on est obligé de le calmer. M. Kabila sait que, vous savez, il vaut plus en disant que je m'oppose qu'en se rangeant comme certains... En tout cas, on l'aura compris, vous avez été le ministre de l'énergie, je crois, ou du portefeuille de M. Kengo lorsqu'il était Premier ministre, et donc vous connaissez l'homme. Est-ce qu'il est sincère, M. Kengo? Merci bien. Je voudrais d'abord préciser une chose, ce gouvernement était un gouvernement spécial parce que issu des élections de HRPT. C'est-à-dire que l'acte constitutionnel de transition, après plusieurs échecs du gouvernement, le gouvernement dit on ne peut pas gouverner et naviguer à vue, il faut un acte constitutionnel. On a rédigé l'acte constitutionnel de transition. Cet acte, je peux dire en deux mots comment il définit le pouvoir. Le président de la République, c'est le président à l'exercice, et le premier ministre est issu de la famille autre que celui de l'État. Le président c'était Mobutu. Quand on est arrivé à devenir le Premier ministre, il y a eu des ambitions, parce que nous parlons de la démocratie. Quelqu'un m'a dit, je suis candidat. Il s'est présenté et il a été élu. Il a été élu en ce moment-là.
le parti, à ce moment-là, j'étais encore membre de l'UDPS, président fédéral du Kassai occidental. Notre parti a dit les membres de l'UDPS ne peuvent pas faire partie de ce gouvernement. Mais certaines personnalités dans le parti, comme moi et les autres, m'ont dit non. C'est l'acte de la constitution, le stade constitutionnel de la transition. Ce n'est pas nous qui l'avons rédigé, ce n'est pas nous qui l'avons signé. Il a été rédigé par les experts de deux groupes, la voix présidentielle et l'opposition, et signé par les deux chefs, le ministre d'un côté et le président de l'opposition à ce moment-là de l'autre côté. Et quand on arrive au niveau de l'exécution, pose problème. C'est-à-dire disait que le gouvernement, c'est là pour de 50% des membres du gouvernement issus de la voix présidentielle, 50% de l'opposition. C'est dans ce cadre-là que moi, en tant que membre de l'UDPS, nous étions 4. Dr Mousson, Wane Milindi, Michi Kiuri, nous sommes entrés dans ce gouvernement, et Kassongo, le professeur Kassongo, pour le compte de l'UDPS. Pour le compte de l'UDPS, voilà. Donc je voulais préciser pourquoi je suis dans le gouvernement de Mobutu à l'époque, dans le gouvernement de Mobutu. Ce n'était pas, vous m'avez fait plusieurs propositions, j'avais toujours refusé. Mais là, parce que j'avais une autre de nous que c'était légal, c'était légitime. Voilà. Je continue. Monsieur Kengo, moi je n'ai eu l'occasion de le connaître quand j'étais dans son gouvernement. Nous ne pouvons pas à la fois dire une chose et se contraire à la fois. Quand l'opposition ne dit pas quelque chose, on dit il faut, c'est rien. Mais quand quelqu'un dit, on trouve toujours des raisons pour que les gens la disent. M. Kengo de l'opposition, d'après vous? Mais il a été élu par l'opposition. Il a été candidat à l'opposition. Parlons maintenant de... Mais écoutez, on peut lui donner vraiment de la vérité, parce que c'est de l'opposition. S'il vous plaît, monsieur Zouji, on peut lui connaître parce qu'on veut, mais moi je sais que Kengo a créé un parti. Le parti de Kengo ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Mais il a je sais que l'Action nationale, quand il a été élu président du Sénat, il n'a pas été élu membre de la composante président. Non, il était d'opposition. Pour moi, il était d'opposition. Non, il était indépendant. Oui, quand il s'est présenté pour le Sénat, il était indépendant. Mais je dis qu'il n'était pas la majorité présidentielle. Voilà. Okay. Voilà. Donc je poursuis. Moi, je crois que le geste qu'il a posé, le courage qu'il a eu de dire qu'il n'y a pas d'opportunité pour pouvoir faire la revue de la Constitution, nous devons encourager, nous devons saluer cela. Et je vous dis personnellement, je lui ai envoyé un message de félicitations. Pourquoi? Parce que lui, en tant que président d'une institution comme le Sénat, ses paroles, le courage qu'il a eu de susciter à l'eau, aura beaucoup de répercussions et beaucoup de conséquences. Lesquelles? Je vous dis tout à l'heure que beaucoup parmi les parlementaires, sénateurs ou députés, ne sont pas d'accord, mais n'ont pas le courage. Mais plus ça vient de son institution, ceux qui hésitaient, qui chuchotaient dans le couloir, auront pas le courage de parler au micro. Voilà. Donc c'est positif, c'est encouragé, c'est salutaire. C'est bon. Jeannot Kabouya, que l'Église, et puis que le Premier ministre, et puis vous avez dit tout à l'heure que Kengo n'a fait que la politique pour nous, on le connaît. Alors c'est mais je vous ai dit ceci, moi, en regardant la classe politique congolaise, parce qu'on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Kabila ne croyait pas être président de la République. Et surtout, quand on sait d'où il vient. Mais vous voulez avoir fait des études de très haut niveau, mais si Dieu n'a pas prévu dans votre destin, vous ne pouvez pas le dire, c'est le cas de Kengo. Non, je dis ceci, ça se dit. Non, je vous dis ceci, exactement. Tout ça se dit. Je vous dis que... Monsieur le ministre, voilà, je crois qu'il faut qu'on soit équitable dans le temps de parole. Je vous retire la parole, je vous la redonne à vous, Jeannot Kabouya, c'est vrai, parce qu'on doit évoluer avec les différentes thématiques. Allez-y, Jeannot Kabouya. Ce que je dirais, c'est ceci, c'est que d'abord les paroles que le ministre vient de donner ici, c'est des paroles qui endorment souvent le peuple. Dire que tout pouvoir vient de Dieu, il faut qu'on arrête avec toutes ces bêtises-là. Hein? Le pouvoir diabolique, et comme on essaie de donner une connotation biblique à ça, je trouve ça vraiment triste. Mais allons plus loin, ce que je dirais, c'est que Kengo aujourd'hui ne fait pas partie de l'opposition, même si on a toujours essayé de le faire passer pour un membre de l'opposition. Monsieur Kengo fait partie de cette opposition fabriquée par l'extérieur pour faire croire que, voilà, Monsieur Kabouya... La preuve de ce que vous avancez, hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous êtes sûr que M. Kengo fait partie d'une certaine opposition vraiment qui est reconnue? L'opposition républicaine, même si elle a fait cette opposition qu'on appelle l'opposition du ventre.
le matin, elle se dit opposant, le soir, ils sont à Kingakati. Il faut qu'on arrête, et c'est ça le problème du Congo de demain. C'est que nous n'avons pas des gens de conviction. Mais il faut aussi arrêter de mélanger les choses aussi. Je crois qu'il faut aussi que les choses soient remises à leur place. On ne peut pas tout assimiler à des choses. Oui, c'est ça, un peu ça aussi. Le discours qu'on essaie aussi de... Vous savez, allez-y. Oui. Monsieur Ken, aujourd'hui, n'est pas du tout dans l'opposition. Il participe au pouvoir. Il est président du Sénat. Il a été élu. Il n'a pas été élu pour le pouvoir, il a été élu contre le candidat du pouvoir. Il faut le rappeler quand même. C'est un jeu entre eux. Il n'y a pas eu de jeu. Ceux qui ont élu. Il a été élu face à M. Kengo. C'est important de le souligner. M. Kengo, c'est les gens du pouvoir même, parce que c'est ces gens-là qui font partie, je veux dire, c'est ses ex-collègues. Donc on peut revenir au Mobutu. Ceux qui l'ont élu, c'est ses ex-collègues. C'est juste, il n'y a rien de... Mais ce que je voulais dire plus loin, c'est que depuis, vous savez, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, l'Occident a toujours voulu fabriquer un opposant, des opposants dans lesquels... C'est un langage qu'on entend souvent, je crois qu'à un moment donné, il faut... Autant le ministre parle de la Bible, autant aussi, on entend... Maintenant, je peux vous le dire comme ça, je vais vous dire, j'ai eu, au moment des émeutes des combattants ici à Matongué et de la diaspora, j'ai été reçu par M. Flao et Mme Lorette Onkelings. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, voilà, pour nous, M. Tshisekedi est trop radical. Nous avons besoin d'autres personnes qui incarnent l'opposition. Alors quand aujourd'hui, je vois qu'on présente M. Kengo comme faisant partie de l'opposition, permettez-moi quand même d'en douter quand je vois les actes et je vois la position qu'occupe M. Kengo. Parce que, rappelons-le, si aujourd'hui M. Kabila mourait, constitutionnellement parlant, c'est M. Kengo qui va le remplacer. Alors arrêtons les jeux. Nous aurons l'occasion d'aller à la rencontre de M. Flao et Mme Onkelings pour fait partie du pouvoir et participe au plan de pouvoir. Ok, voilà, on va avancer parce qu'on a bien des points. On n'a pas parlé de points. L'émission ne va pas passer le M. Kengo. Non, l'émission ne va pas passer le M. Kengo. Il y a différents points. Parce que si vous parlons, c'est un bon, voilà. S'il vous plaît, M. Jacques, je sais que vous êtes aussi dans les médias, vous savez un peu ce qui a comme temps un parti. Et il y a deux points que nous faisons de sauter. L'Union européenne, l'ONU qui demande un calendrier électoral, vu le temps qu'on a déjà vu, on va passer ce point-là. Le Conseil économique et social qui a été investi par M. Kabila, Conseil économique et social qui a été investi le 21 septembre dernier par ordonnance, qui met en place différents paramètres pour le Congo. On va prendre le sujet sur la libération du pasteur Fernando Coutinho. Alors juste une précision, Professeur Ramazani. Donc ce Conseil économique et social est donc composé de 68 membres. Force est de remarquer que sur les 68 membres, il n'y a que 14 femmes. Donc autant dire que là, pour le coup, la femme n'est pas très bien représentée, mais c'est déjà mieux que la Cour constitutionnelle, dont on sait qu'elle est composée de 9 membres, mais sans aucune femme. Très rapidement, donc, nous passons au point suivant. Au point suivant, donc, la libération du pasteur Fernando Coutinho. Est-ce qu'il y a un petit commentaire, juste un petit commentaire léger? On sait que ce monsieur a fait un petit mot là-dessus. Oui, je vous en prie. Mais vraiment de manière brève, puisqu'il y a beaucoup de... C'est une bonne nouvelle, mais Coutinho est libéré au bout de 8 ans de prison sur 10 ans de condamnation. Moi, je suis éclairé d'entendre la majorité dire que Coutinho a bénéficié de la grâce présidentielle. Non. Quelqu'un qui a fait 8 ans sur 10, c'est pas une grâce présidentielle. Mais en droit, même s'il reste 2 jours, vous sortez une jour de ça s'appelle que il y a une remise de dons. C'est le cas ici en France, c'est le cas aux États-Unis, quand quelqu'un a parti et qu'il a eu une bonne conduite pendant ces années-là, on peut. C'est pas une grâce présidentielle. Donc, cela, c'est juste par le jour de remise de dons qu'il a été mis. Et une chose à ce que l'État, j'ai vu la vidéo, Coutinho sort détruit. Il est paralysé. Quand on le voit, c'était un cadavre avec des balles. Et ce qui était heureux, c'est de voir les gens de la majorité se pointer, oser se présenter, s'afficher avec du champagne. Est-ce que Coutinho a besoin sur malade de boire le champagne? Il faut citer des noms, hein. Vous avez parlé de Francis Kalombo. Vous savez de Francis Kalombo, d'accord. Mais c'est pas content que ça c'est de la publicité. Je ne voulais pas citer, je ne voulais pas publier les ennemis, mais c'est honteux. On ne peut pas parler de... Alors que pendant ce temps-là,
qu'on pousse en prison des innocents. Et d'autres gens. Rwanda, le secrétaire général du l'INSEE, 2009, a été arrêté pour rien. Denis Dongala, pour cette histoire d'avoir cotisé de donner une fausse histoire. Quand on voit l'enquête, les deux filles ne sont même pas des sœurs. Et puis, ce n'était pas des mineurs non plus. On a demandé d'avoir des témoignages. Tout ça, c'est foué. Quand on voit des gens comme Nosumba, avec une femme majeure, on dit non, c'était mineur. Alors, à votre avis, Jean-Luc Kabouya, sur la libération du pasteur Fernando Coutinho, vous aurez la parole sur la restructuration de l'armée qui vient, le point suivant. Je rejoins en tout cas le point de monsieur l'ancien ministre ici. C'est vrai que quand on vous libère après 8 ans et dans quel état vous sortez, la seule chose que je peux dire concernant peut-être la photo avec monsieur Francis Kalombo, je parlerai plus du syndrome de Stockholm dans lequel on a plus de compassion pour la personne qui vous libère, même si c'est libéraux, parce que dans le communiqué que j'ai vu, monsieur Coutinho remercier le président de la République. Donc quelque part, il y a eu beaucoup de choix. Non, c'est juste que c'est le syndrome de Stockholm. Et puis regardez vraiment dans quel état il sort. Je ne crois pas qu'il a encore toutes ses facultés et qu'il en a subi quand même. Quand on parle de combattants, je crois que les vrais combattants, c'est des gens comme Coutinho, c'est des gens vraiment qui ont payé de leur chair, cette incarcération et qui ont subi vraiment ce pouvoir dictatorial. Et nous en avons, ce que je déplore, c'est que j'ai juste l'impression qu'on a fait un jeu de chaises musicales. Donc on a libéré M. Coutinho pour faire la place à M. Wanga et plein d'autres opposants. Et donc nous sommes toujours à la recherche de la démocratie. On va prendre le point suivant, toujours commencer avec vous. On va prendre M. Omis, si vous voulez bien. La restructuration de l'armée, il y a eu des zones de défense qui ont été faites. Il y a eu des millions de personnalités, je dirais, des généraux qui ont été bombardés à des titres de chef de zone de défense. Quel est votre avis? Est-ce que vous avez suivi cette actualité? Dont le général Amissi Tango-Fort. Mais voilà, là... qui est dans la zone de défense de Kinshasa, de Bandundu. Vous savez, souvent, on nous reproche de dire que oui, les combattants, parce que je représente quand même une branche de combattants, quand on parle souvent que nous disons que le pays est infiltré et que au sommet de l'État, il y a la trahison. Voilà un bon exemple avec M. Tango-Fort qui a été cité dans des rapports de l'ONU comme ayant vendu des armes au M23. Donc c'est avéré que les ennemis du Congo, ceux qui agressaient le Congo, ont bénéficié de la part d'un général FARDC, de business dans lequel ils ont échangé des armes. Donc allez-y comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un comme ça soit rétabli à ses fonctions. Ça nous tente encore une fois à prouver ce que nous disons toujours quand par exemple les militaires étaient en train de gagner des victoires contre le M23 et qu'on les arrêtait, on les stoppait net, qu'on leur demandait de se replier ou on leur demandait d'évacuer Goma sans combattre, ça ne fait que continuer à s'accumuler ces preuves de trahison dont le Congo est victime aujourd'hui. Le courage est une jonction de la grâce et de l'espoir. L'opposition congolaise est à pied d'œuvre, travaille. Je voudrais qu'il continue ce combat jusqu'en 2016 pour qu'on ne puisse pas permettre au pouvoir en place de revoir la Constitution dans le seul but de prolonger le mandat. C'est un parti pris. Non, c'est bon. Quand on juge, je crois que tu ne vois pas les résultats au lieu d'aujourd'hui. Surtout le tableau, c'est négatif. La justice, le social, l'économie, comme on a dit dans son discours, au lieu de s'occuper de la religion consciente, occupons-nous de ceux qui produisent le peuple. Le message est passé. Jean-Luc Kabouya, on termine avec vous. Oui, merci beaucoup. Donc, comme l'a dit le président guinéen, je crois, Alpha Condé, je crois que Ebola n'est pas une fatalité en soi. Ça peut se soigner et j'espère vraiment qu'ils vont déployer plus de moyens et dans l'urgence parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir tous les jours pour essayer de venir en aide à ce peuple-là de l'Afrique qui en souffre et qui en est victime. Et donc le mot de la fin, ça serait vraiment pour vous remercier pour votre émission. Merci
d'avoir permis que nous puissions débattre avec Monsieur le ministre. Et je voulais aussi le remercier d'avoir été avec moi pour débattre des faits de l'actualité. Donc merci beaucoup, c'était une bonne expérience pour moi. C'est nous qui vous remercions et nous remercions également nos amis téléspectateurs qui ne cessent de nous témoigner leur fidélité pour Congo Kiosque, ce grand rendez-vous coproduit par Matongé TV et Speakivox Consulting. Merci à Ramsès Ramazani, administrateur et fondateur de Matongé TV, pour avoir eu cette idée de pouvoir nous réunir ensemble. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de partager. Il faut dire que nous travaillons en synergie. Ici, il y a Matongé TV, il y a Radio Mboté, Radio Panique 105.4 FM. Nous sommes un groupe de médias et nous poussons pour pouvoir donner l'information de manière différente. Et naturellement, nous avons le concours de pas mal de personnes, en l'occurrence ici, Henri Désiré. Et nous remercions également bienvenue Wabasson qui est à la régie et qui est désormais directeur technique de Matongé TV. Exactement, ces magnifiques images. Eh bien, nous vous retrouvons la prochaine fois pour un nouveau rendez-vous de Congo Kiosque. À très bientôt. Merci.